Bonjour, on se retrouve pour parler du deuxième trimestre. Très différent du premier trimestre. Parce que le deuxième trimestre, c'est le moment où, ça y est, il y a tout le monde qui le sait, à peu près. Que ça soit au travail, que ça soit dans la sphère privée, l'entourage proche ou plus éloigné, tout le monde est au courant. Donc il n'y a plus trop de cachotterie à faire, même si on en a fait très peu. Je vous invite à aller voir la vidéo du premier trimestre pour le savoir. Mais nous on avait fait le choix d'en parler très rapidement à beaucoup de gens autour de nous. On a déjà répondu à l'essentiel des questions. Mais au deuxième trimestre, il y a un truc hyper saoulant qui arrive pour moi, en tout cas. C'est la question permanente de c'est une fille ou un garçon? Qu'est-ce que ça a pu me saouler cette question? Mais je pense que c'est propre à chaque couple et à chaque personne et que de toute façon cette question elle est pas du tout malveillante, hein. C'est vraiment juste de la curiosité. Selon les personnes que c'est quand même de la curiosité qui a pas forcément sa place parce qu'en fait on n'est pas intime, on n'a pas besoin de... Enfin je sais pas, t'es à la caisse du supermarché, il y a quelqu'un qui débarque en te demandant alors c'est une fille ou un garçon, je suis désolée monsieur, madame, on se connaît pas, Voilà, bon. Mais cette question elle m'a pas mal agacée parce que qu'est-ce que ça peut faire en fait, si c'est une fille ou un garçon, qu'est-ce que ça va changer? Et c'était un peu ce qui m'inquiétait, que les réactions des gens soient différentes en fonction de si c'est une fille ou un garçon. À savoir que nous en tant que couple, ça nous était complètement égal de si c'est une fille ou un garçon. On voulait un enfant qui soit autant que possible en bonne santé, c'était ce qui nous importait le plus pour que... tout simplement on crée notre famille, peu importe en fait de si c'était une fille ou un garçon, parce que finalement l'éducation c'est pas tellement différent si c'est une fille ou un garçon, ça va pas changer grand chose quoi. Ça me faisait particulièrement peur d'avoir des remarques désobligeantes au moment de la réponse. Si on nous dit c'est une fille, ah dommage, c'est mieux que ce soit un garçon en premier, ou bien si c'est un garçon, ah bah dommage, j'aurais bien voulu une petite fille, et en fait ça me saoulait. Et d'ailleurs je me suis longtemps demandé si je voulais pas dire que je ne veux pas savoir le sexe de l'enfant, histoire qu'on n'ait pas besoin de le dire avant la naissance et que du coup on n'ait pas de remarques avant la naissance. Ça me saoulait cette histoire de fille ou de garçon parce que comme si c'était un truc archi déterminant qui allait tout changer et tout. Parce que pour nous ça changeait rien, parce qu'on savait qu'au niveau de l'éducation on voulait apporter les mêmes choses. Par exemple on savait qu'on voulait leur apprendre à bricoler quand ils grandiraient, que ce soit une fille ou un garçon. Moi j'ai passé des heures dans l'atelier de mon père à apprendre à bricoler alors que je suis une fille et que j'avais une sœur, mais notre papa il nous a tout montré. Je savais que fille ou garçon on lui présenterait avec son papa la boxe parce que c'est un sport qu'on apprécie tous les deux et que on l'emmènerait en fait faire une ou des séances selon ses affinités, que fille ou garçon on lui proposerait absolument n'importe quelle activité, que ça n'aurait pas d'impact en fait, qu'on n'allait pas interdire des activités, des jouets ou des sorties ou quoi que ce soit en fonction de si c'était un enfant fille, un enfant garçon, enfin ça changerait rien pour nous en fait dans ce qu'on a envie de leur apporter aux enfants, à l'enfant en l'occurrence parce que j'en ai qu'un seul à l'intérieur là. Profondément ce qui me dérangeait c'est que des personnes extérieures à nous parents puissent projeter des choses sur cet enfant en raison de si c'est une fille ou un garçon, alors que nous-mêmes on s'évertue du mieux qu'on peut à ne rien projeter sur cet enfant en fonction de si c'est une fille ou un garçon. Et ça c'était the truc du deuxième trimestre, c'était la question du deuxième trimestre et je pense que c'est le truc le plus pénible du deuxième trimestre que j'ai vécu. Donc autant vous dire que mon deuxième trimestre c'est vraiment pas mal passé du tout parce que niveau symptômes physiques dont je vous parlais au premier trimestre, nausées, vomissements, fatigue, c'était beaucoup mieux. J'avais presque plus rien. En tout cas, début du 4e mois, j'avais encore un peu de nausées, encore un peu de fatigue. Mais après, tranquille, vraiment super génial. La fin du 4e mois s'est très bien passé. Le 5e mois, je n'avais aucun souci physique. Par contre, il était long. En fait, on m'avait prévenu qu'il y a certains mois dans la grossesse où t'as l'impression que le temps ne passe pas. Où t'en as marre et tu veux juste, ok c'est bon, j'ai fini d'être enceinte, donnez-moi mon bébé, on passe à l'étape suivante. Le 5e mois, c'était ça. Le 5e mois, il a duré 6 mois.
Le 5e mois, il a duré 1000 ans. Je n'arrivais pas à voir le bout. Je me disais mais quand est-ce que ce 5e mois va terminer? Le premier trimestre, je passais ma vie à dormir. Donc j'ai pas vu grand chose, j'ai pas vécu grand chose. Et je devais organiser mon emploi du temps autour de mes siestes, sans aucune exagération. Si je prévoyais quelque chose de 8h à 20h, et que je n'avais pas un moment pour faire une sieste, je savais qu'à 20h j'allais m'endormir vraiment devant nos invités ou chez nos hôtes ou peu importe. Je n'arriverais pas à tenir. Au 2e trimestre, j'ai pu avoir une meilleure vie sociale et c'était vraiment beaucoup plus cool. C'était aussi, je pense, plus sympa pour monsieur parce qu'il a eu moins de choses à gérer, moins de choses sur les épaules. J'ai pu reprendre un petit peu les rênes de mes tâches à la maison. J'ai pu recommencer à sortir avec notre chien aussi parce que j'avais énormément de mal à le promener au premier trimestre puisque j'étais fatiguée tout le temps. Donc c'était lui qui en avait la charge à 100%. J'ai commencé aussi à avoir une espèce d'overdose de la grossesse, la boulimie d'information, je l'ai complètement arrêtée, je pouvais plus en entendre parler, ça me saoulait. Mais parce qu'en fait autour de moi tout le monde m'en parlait et ne me parlait plus que de ça. Donc l'un dans l'autre ça m'a saoulée, c'était trop. Et en fait au 6e mois, c'est là que ça a été plus difficile. Le 6e mois, mentalement, il a été dur. Mais dur. En fait, psychologiquement, je pense qu'il y a un truc qui a dû se jouer au niveau des hormones ou quoi, je le sentais. Hein. J'étais vraiment beaucoup plus fragile psychologiquement. Je pouvais pleurer pour un rien. J'avais des réactions aux situations qui étaient démesurées en fait. Il y avait des situations qui pouvaient me mettre en colère, mais là, elles me mettaient, si d'habitude elles me mettaient en colère, là elles me mettaient en colère. S'il y avait des situations qui me rendaient triste, là elles me rendaient triste à fond. Toutes les émotions étaient décuplées. Et en fait j'avais archi conscience du fait que mes émotions sont décuplées de manière anormale, que mes réactions sont anormales. Donc il y a plein de fois où, par exemple dans un couple, il y a plein de fois où on est en désaccord. C'est des petits désaccords à la noix, hein. Oui, t'as laissé des miettes sur la table, range tes miettes et voilà. Oh mais c'est bon, j'allais le faire dans 2 minutes. Enfin c'est des trucs débiles qui n'ont aucune conséquence et qui en temps normal ne sont même pas un sujet. Sauf que là, je pouvais ressentir un feu intense à l'intérieur de moi, genre un tout petit truc, si je reprends l'exemple des miettes. Elles pouvaient m'énerver ou me frustrer tellement fort ces miettes que j'en pleurais limite de rage. Mais j'avais parfaitement conscience que c'était démesuré et que c'était pas du tout normal avec la situation que de réagir comme ça. Donc je prenais mon petit téléphone, mes petits mouchoirs, mes clics et mes claques, j'allais m'enfermer dans la chambre, pleurer un bon coup, m'énerver un bon coup et je revenais une fois que j'étais calmée parce que ça n'avait aucun sens de péter un boulon avec monsieur par exemple, pas forcément qu'avec monsieur d'ailleurs, c'est les membres les plus proches de ton entourage en général, c'est ceux qui prennent le plus. Ça n'avait aucun sens de péter un boulon avec eux alors que c'était clairement que à l'intérieur de moi que c'était en train d'exploser et que c'était totalement démesuré face à la situation. Mais encore une fois, et c'est pour ça que je vous dis que l'information est trop importante et c'est pour ça que je vous dis que cette boulimie d'information, on va dire que j'ai eue, elle était vraiment nécessaire. J'étais prévenue. Je savais qu'au niveau des émotions ça pouvait être chamboulé, je savais que ça pouvait avoir des conséquences un peu extrêmes on va dire, et il y a un vrai problème de focus dans cette vidéo. Je suis désolée si depuis avant je suis floue, je savais, j'étais prévenue, donc j'y faisais particulièrement attention, j'étais particulièrement à l'écoute de mes émotions et je me posais très régulièrement la question de ok, est-ce que cette réaction est normale ou démesurée? Est-ce que tu réagis de cette façon parce que la situation mérite de réagir comme ça, ou est-ce que tu réagis de cette façon parce que clairement tes hormones sont en train d'appuyer sur tous les boutons? Vous voyez, vice versa, et bah ils appuyaient sur tous les boutons en même temps, hein. Vraiment c'était... Il y a des jours où c'était très compliqué et je vais même aller plus loin. Il y a des jours où je ne pouvais pas moi-même me supporter. J'avais du mal à vivre dans mon propre corps, mais pas parce que physiquement j'avais des douleurs ou je sais pas quoi, j'avais du mal à vivre avec moi-même émotionnellement. Certains jours de ce 6e mois ont été super difficiles à cause de ça.
Et c'est là où j'aimerais signifier l'importance d'un bon suivi médical, d'un bon suivi éventuellement psy, parce que ça gifle. Niveau physique, le deuxième trimestre qui a aussi beaucoup changé, forcément c'est que le ventre arrive. Les vêtements ne sont plus adaptés. Dans mon cas, très rapidement, même déjà au 3e mois, en premier trimestre, j'arrivais plus à rentrer dans mes pantalons. Les pantalons, ça a été le truc le plus difficile jusqu'à maintenant. Même certains pantalons de grossesse ne sont vraiment pas confortables. Donc j'ai commencé à faire quelques petits achats, mais presque rien, parce que moi qui suis très peu consommatrice de vêtements, en fait ça me fait mal au ventre d'acheter des trucs qui vont me servir que quelques mois, alors que j'ai l'habitude de garder mes vêtements pendant peut-être genre 5 ans sans aucun problème, parfois plus. Je porte encore aujourd'hui des vêtements qui m'ont servi quand j'étais au lycée, alors que j'ai quasiment 25 ans. Je suis pas fan du truc en fait, même si je me dis que peut-être ça resservira, ou que je sais très bien que j'en prends soin et que soit je les donnerai à des copines qui seront peut-être enceintes après moi, soit je les vendrai sur Vinted et ça servira à d'autres. Mais c'est vrai que je suis moyen fan du truc, même si je les achète en seconde main. Et c'est vrai qu'acheter des vêtements de grossesse en seconde main, c'est super difficile parce que bah tu sais pas si tu seras à l'aise dedans ou pas. Et c'est quand même une période où t'as besoin d'être à l'aise dans les vêtements. Tu peux pas faire de l'approximatif, ça te sert un peu mais c'est pas grave. Là si ça te sert, ça te pourrit la journée quoi. Il y a des pulls, des t-shirts que je n'arrivais pas à porter parce que ça fait vraiment... bah t'as le ventre à l'air quoi, ça remonte, c'est trop court. Donc pareil, il y a des trucs que je piquais à mon mari, il y a des trucs qui étaient déjà oversize que j'ai pu porter. C'est vrai que le fait de porter le voile, ça a pas mal aidé parce que du coup j'avais déjà des choses qui étaient assez amples, assez longues. Donc même en étant un peu raccourci, ça couvrait encore au moins le ventre, ça faisait pas un crop top. Donc c'était pratique. Mais ouais, de manière générale, les vêtements ont été une très grosse prise de tête de ce deuxième trimestre parce que je me refusais de faire du shopping à gogo pour quelques mois seulement, et parce que j'avais quand même envie d'être confortable, parce que j'avais enfin à nouveau une vie sociale, donc j'avais envie de sortir, de voir du monde. Je dis enfin à nouveau une vie sociale puisque le premier trimestre ne m'a pas du tout permis d'avoir cette vie sociale justement, puisque tout me fatiguait tellement. Autre chose aussi avec les vêtements qui m'a un peu saoulée on va dire, c'est que j'essayais malgré tout assez souvent de cacher mon ventre. Non pas parce que je ne voulais pas dire aux gens que j'étais enceinte, puisque maintenant tout le monde le savait, mais parce que j'ai détesté ce truc des gens qui veulent toucher ton ventre. C'est quoi ce délire? Je parle pas de nos très proches ou pour certaines personnes ça ne posait... Moi personnellement, on en a discuté en amont et ça me posait pas de problème. Par exemple, dès le début de ma grossesse, c'est une discussion que j'ai eue avec ma maman et je lui avais dit que voilà, tant qu'elle me disait est-ce que je peux, a priori je répondrais pas non, mais que juste il faut me prévenir. J'ai une bulle de sécurité qui est assez large, j'apprécie très peu être proche physiquement des gens, je suis pas la plus tactile. Quand il y a des gens comme ça qui sont pas forcément proches de toi, qui viennent tendre leurs mains pour la poser là, ça m'énerve parce qu'en plus tu as cette... c'est ce que je vous disais déjà dans la vidéo du premier trimestre, c'est que tu as cet élan en fait de protection envers ton ventre, ton enfant et tout ce qui se passe là-dedans, qui est déjà constant. C'est-à-dire que même en dehors du fait que quelqu'un puisse toucher, tu ressens ce besoin constant de protéger de l'extérieur. Je vais extrapoler un petit peu, mais en gros dehors il y a un gros vent, une grosse tempête ou quelque chose, instinctivement je mets mes bras devant mon ventre, je protège, même si ça va pas changer grand chose. Mais s'il y a un arbre qui me tombe dessus, j'aurais beau mettre ma main, l'arbre va me tomber dessus quand même. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un instinct de protection. Donc quand t'as des gens qui viennent comme ça d'un coup mettre la main dessus, trop bizarre. Moi ça rentrait dans mon intimité tellement, ça me... J'ai détesté ça. Et du coup j'avais besoin de porter des vêtements amples pour cacher un petit peu ce ventre, pour réduire l'envie des gens de venir je peux toucher, et encore... Quand ils demandent, je peux toucher, parce que souvent ils demandent pas forcément. Et ça a été un truc un peu embêtant du deuxième trimestre, parce qu'il fallait poser des limites claires. La grossesse et la parentalité aussi, j'ai l'impression, mais ça je l'ai pas encore expérimenté,
C'est une période pendant laquelle tout le monde s'octroie des droits que personne ne s'octroierait en temps normal. Tout le monde se mêle, tout le monde a son mot à dire, tout le monde a son conseil à donner, tout le monde a son expérience à raconter, tout le monde a son truc, son grain de sel à venir t'apporter, alors que toi, des fois, t'as rien demandé ou t'en veux pas, mais on vient et on te met ça sur les épaules alors que t'as pas forcément envie. Et ça, c'est un côté du deuxième trimestre que j'ai pas trop apprécié. C'était quand même une sorte d'appréhension que j'avais depuis le début, d'avoir ces mains qui veulent essayer de me toucher le ventre, ou bien ces conseils que je demande pas et qu'on me donne, ou ces injonctions en fait. Oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu manges ci, il faut que tu manges pas ça. Laissez-moi gérer en fait. J'ai des médecins, j'ai un mari, j'ai pas besoin de plus que ça. Même nos parents ont pris une place qui est très cool à mon sens, qui nous convient parfaitement, mais parce que aussi on en a parlé avec eux, et ça il faut qu'on en parle aussi. C'est qu'ils se sont mis en posture de si tu as une question, si tu as un souhait, si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, nous sommes là pour répondre à tes questions. Ou pour essayer de t'aider ou pour trouver des ressources pour t'aider, mais on ne vient pas s'immiscer dans ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire, ou ce que vous devez faire ou pas faire en tant que couple, en tant que futurs parents, en tant que personne enceinte. Ça m'aurait saoulé par exemple de me prendre des conseils toutes les 2 secondes de oui, il faut que tu manges ci, il faut que tu manges ça, il faut que tu manges pas ci, il faut que tu manges pas ça. Alors que j'ai rien demandé et que je sais déjà comment me gérer. C'est-à-dire que je suis une adulte suivie par plusieurs professionnels de santé divers et variés, parce que j'ai eu un gros suivi, et je sais ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire, et j'ai pas besoin qu'on me traite finalement comme une enfant à me dire constamment ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire. Et on n'a pas eu besoin spécialement d'exprimer ça aussi brutalement que ce que je vous raconte là à nos parents, mais dès le début ils nous ont demandé très spontanément, parce qu'on communique beaucoup. Ça n'a pas été dit de cette manière là, mais finalement la question qui était posée, c'est quelle est la place que vous souhaitez qu'on prenne auprès de vous pendant la grossesse et pendant le début de vie de votre bébé, de votre enfant et du coup de notre petit enfant. Et ça, c'est une conversation que je trouve absolument primordiale à avoir avec ses parents ou ses beaux-parents quand c'est possible, parce que je sais qu'il existe beaucoup de familles dysfonctionnelles dans lesquelles ces discussions ne sont pas possibles, mais heureusement pour nous, ce n'est pas notre cas, et donc c'est des discussions qu'on a posées en fait très rapidement, quasiment dès l'annonce de la grossesse. Pour qu'il y ait le moins d'accrocs possible, encore une fois, il faut juste en parler, tout simplement. Et le fait d'en parler en amont, bah, ça empêche plein de soucis. Imaginez, avec ce que je vous ai dit sur mon 6e mois et le côté émotionnel que j'avais dans ce 6e mois, imaginez 2 secondes qu'on n'ait pas eu des discussions en amont sur ce qu'on attend ou au contraire ce qu'on ne souhaite pas du tout de la part de nos parents, et qu'il se passe un truc que justement on n'a pas du tout envie d'avoir. J'aurais eu une surréaction qui aurait pu créer un problème dans notre famille, alors qu'il suffisait simplement d'en parler, encore une fois comme je vous l'ai dit dans la vidéo du premier trimestre, à tête reposée, à émotions reposées, à hormones reposées, tout simplement. Donc oui, ça aussi ça a été un gros truc du 2e trimestre, parce que forcément ça devient de plus en plus concret et on a de plus en plus envie de partager des choses, mais ça s'encadre encore une fois. Et ça a été une grande force, je pense, dans nos prises de décision. Mais en amont, on en a parlé juste tous les deux. Et ça, c'est un truc primordial, je vous l'ai dit dans la vidéo du premier trimestre. Encore une fois, la présence de mon mari et notre équipe couple a été et est toujours absolument indispensable. Et on a besoin d'abord de parler de nos prises de décision, etc. à deux avant de les partager avec quelqu'un d'autre. Ça me paraît évident. Donc on a besoin de définir nos propres limites et d'en discuter ensemble avant d'en discuter, là par exemple dans le cas que je vous dis, avec nos parents pour leur dire ce qu'on attend ou au contraire ce qu'on n'aimerait pas. Ça a été pour le côté émotionnel, et après il y a eu un dernier pan, c'est le côté médical. Et ça va plutôt switcher vers le 3e trimestre, donc je vais terminer cette vidéo avec ça je pense. C'est que au 6e mois on a découvert quelques soucis de santé, et notamment
une forte anémie et un diabète gestationnel. Sympa, n'est-ce pas? Et d'ailleurs le diabète gestationnel, je pense que c'est ce qui a fini de me convaincre de recommencer les vidéos YouTube, parce que je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied quand j'ai fait des recherches sur le sujet. Mais ça on en parlera au moment du troisième trimestre, parce que ça a été plus un truc du troisième trimestre que du deuxième, puisqu'on me l'a découvert en toute fin de deuxième trimestre. Grosso modo, le deuxième trimestre, c'était censé être un trimestre de regain d'énergie. Ça n'a pas forcément été le cas à cause de l'anémie notamment, mais ça a quand même été un petit peu le cas comparé à l'énorme fatigue du premier trimestre. Voilà, c'est un peu tout ce qui s'est passé pendant le deuxième trimestre. C'est franchement le plus calme, et ça a été aussi, mais ça ce sera sujet d'autres vidéos, le trimestre de l'organisation logistique, de faire la chambre, de budget, de qu'est-ce qu'on va acheter, de comment faire la liste de naissance, de toutes ces choses là. Mais pour tout le pan matériel d'un bébé, j'ai vraiment envie d'en faire une vidéo dédiée, parce qu'il y a trop de choses à dire, ça durerait beaucoup trop longtemps. Mais le deuxième trimestre ça a été ça, parce que je voulais vraiment que mon troisième trimestre soit serein, soit le moins possible dans la logistique, du matériel et tout, mais plutôt consacré à préparer le postpartum. Et ça encore ce sera l'objet d'une vidéo dédiée j'espère, parce que le postpartum c'est clairement le truc qui m'a le plus intéressée pendant toute ma grossesse. Voilà pour le deuxième trimestre. J'espère que encore une fois ça aura été utile et que ça aura pu vous faire vous poser des questions sur certains sujets. À bientôt!